Si vraiment j'avais un conseil aujourd'hui à donner, c'est qu'il faut absolument ne pas procrastiner. Parce que je sais que c'est de la paperasse, que en général, quand on est dans le mouvement, quand on vient de créer sa société, on a 1000 choses à penser et on se dit, bon allez, je me mettrai sur mes conditions générales de vente plus tard, je me mettrai sur un devis bien propre ou un contrat un peu plus tard, etc. Mais le plus tard coûte cher. Mais le plus tard coûte très très cher. Et on a gagné complètement, on a réussi à débouter la partie en demande, donc on a fait économiser 700 000 € à notre client parce que justement la partie adverse, elle n'avait pas des demandes qui étaient précises, elle n'avait pas des fondements juridiques qui étaient fondés et tout ça, ça passait par toutes les clauses contractuelles, etc. Qui avaient été conduites dans le contrat. Donc là, je le vois de l'autre sens, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à sauver la vie d'une entreprise sur la base du fait que les contrats n'étaient pas nickel. Les impayés explosent. C'est devenu un véritable fléau. Je suis Pauline Thibout, anciennement huissier de justice, fondatrice de En Business Soyons Cash et hôte du podcast. Depuis 12 ans, je baigne dans le milieu du recouvrement et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés aux impayés et je vois les dégâts que ça peut causer dans leur entreprise et dans leur vie. Dans un contexte actuel économique où les défaillances d'entreprises atteignent des niveaux records, il est primordial, capital aujourd'hui, de se prémunir contre le risque client. Avec ce podcast, mon ambition est d'éveiller les consciences des chefs d'entreprise sur ce sujet des impayés, comment éviter les impayés, comment réagir en cas d'impayé. Avec mes invités, je vais leur partager des clés concrètes, des enseignements, des connaissances, de l'expérience pour leur permettre d'éviter les impayés dans leur quotidien et développer sereinement leur entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Bernard, avocate. Elle est avocate en droit commercial et en contentieux commercial. Elle n'est pas issue d'un parcours classique, elle a fait des études de droit, mais elle a commencé à faire ses armes dans une société de recouvrement. Donc le sujet des impayés, ça la connaît. Elle a ensuite été frustrée de ne pas pouvoir défendre ses clients devant des tribunaux, et donc elle a décidé de passer le concours d'entrée à l'école des avocats en cours du soir, en plus de son activité professionnelle. Elle a brillamment réussi et elle a prêté serment en 2019, puis ensuite monté son cabinet avec son amie et associée Amandine Monsavane. Elles accompagnent les entreprises à sécuriser leur développement et elles les accompagnent à chaque étape de leur vie, de façon à leur permettre d'éviter les pièges juridiques et se sécuriser contre les différents risques qu'elles peuvent rencontrer, notamment le risque d'impayé qui sera notre sujet du jour. C'est parti pour l'épisode. Mathilde, bonjour et bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi pour cette chaleureuse invitation. Ça fait toujours plaisir de pouvoir continuer un peu notre collaboration, cette fois devant la caméra. Exactement, c'est vraiment un plaisir. On a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît depuis presque années en fait à force, mine de rien. On peut le dire. Le temps passe. On a l'habitude de travailler ensemble sur des dossiers puisque en tant que société de recouvrement, et c'est aussi le pourquoi tu as finalement choisi toi la voie d'avocat, on a des dossiers sur lesquels on doit passer en phase judiciaire pour poursuivre des mauvais payeurs devant les tribunaux. Et donc, n'étant pas moi-même avocate, j'ai besoin d'avocats pour défendre mes clients devant les tribunaux et tu fais partie de notre pool, on va dire, d'avocats partenaires. Donc, je suis ravie qu'on puisse faire cet épisode ensemble. Ça permettra aussi à nos clients ou prospects de mettre un visage sur des partenaires avec lesquels je peux travailler. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Tes motivations, un peu qui tu es, parce qu'en fait, souvent, derrière le maître... Oui, c'est ça, on a du mal à humaniser un peu il y a le titre et il y a une personne humaine vraiment derrière. Il y a une personne, donc l'idée, c'est qu'on sache qui tu es, ce qui te guide au quotidien, pourquoi tu fais ce que tu fais, etc. Et ensuite, on va quand même aller s'attarder sur des sujets d'expertise autour des impayés. Je vais essayer de vulgariser au maximum, parce que je sais que des fois, ça peut faire un petit peu peur. Quand on parle de procédure judiciaire, tout de suite, on sent une complexité. C'est ça. Il y a vraiment des stratégies à mettre en place. Et nous, vraiment, ce qu'on essaye au cabinet, donc cabinet AMB Avocat avec mon associé, c'est vraiment une approche très pragmatique et très explicite et de proximité que parfois d'autres conseils n'ont pas forcément. Nous, on essaie vraiment de mettre l'accent là-dessus sur, vous avez des soucis, vous êtes chef d'entreprise, vous avez une PME, vous avez une boîte du CAC 40, on ne va pas s'adresser de la même manière, on va vulgariser quand il faut vulgariser. C'est vraiment un accompagnement humain avant tout et juridique bien sûr pour optimiser toutes les stratégies de recouvrement au judiciaire quand il y a échec d'une procédure. Exactement.
L'idée, c'est ça, c'est de venir apporter de l'information qui soit compréhensible, accessible, digeste. On ne va pas aller dans tous les détails hyper techniques des procédures, c'est pas le but, on s'en fout. C'est vraiment, par contre, de savoir quelle procédure existe, quand est-ce qu'on décide ou pas de faire une procédure judiciaire, comment on est accompagné, à quoi sert un avocat dans ces moments-là, comment ça se passe. Vraiment que les dirigeants, en écoutant cet épisode, à la fin, sachent dans quel cas est-ce qu'il faut aller prendre un avocat ou pas. Et comment ça fonctionne, qu'en fait, ils n'en aient pas peur, parce que souvent, je vois des entrepreneurs qui ne savent pas comment réagir en cas d'impayé et qui imaginent que prendre un avocat ou faire une procédure, voilà, ça coûte très cher, ça dure des années, voilà, alors que bon... En fonction des procédures, c'est vrai ou c'est faux, mais c'est pas forcément... Voilà, il faut adapter vraiment la procédure judiciaire au dossier et surtout à la structure de l'entreprise. C'est ça, exactement. La possibilité de trésorerie qu'ils ont aujourd'hui, quel est l'enjeu pour eux financier, en termes de rapidité, mais surtout en termes de quel est déjà leur backup existant en termes de documents contractuels. Et ça, on va revenir dessus, parce que c'est hyper important, en fait. Il faut vraiment faire de la prévention. Le judiciaire, on peut voir ça comme un échec, ce qui est le cas, parce qu'il y a un aléa, il y a l'aléa judiciaire, il y a forcément, c'est un coût, on ne va pas se mentir, coût qu'on peut minoriser avec des indemnités complémentaires qu'on sollicite au judiciaire, mais c'est sûr que le but, et même quand on est avocat, on transige très souvent, en fait. Donc, le judiciaire, oui, c'est la suite logique, en fait. On est obligé de finalement obtenir un titre exécutoire quand on ne parvient pas à une solution qui est intelligible entre les parties, mais ça ne nous empêche pas, et même en cours de procédure, ça c'est très important de mettre le doigt dessus, de pouvoir transiger. D'autant plus quand il y a des avocats obligatoires en fonction du montant de la créance. Et là, entre confrères, on a la confidentialité des échanges et les forces de négociation sont quand même très élevées. Exactement. Ça va être hyper intéressant. On va avoir beaucoup de contenu. On commence déjà à avoir la bande-annonce, le petit teasing, donc j'adore, c'est trop cool. Avant qu'on aille vraiment dans le vif du sujet, en préparant l'épisode, j'en ai appris un peu plus sur ton parcours. Donc, tu es issue d'une famille de 4 enfants. La seule fille. Donc déjà, on sait qu'il faut de la résistance pour résister à 3 frères. Pas du tout une famille de juristes à la base, donc tes parents étaient dans le milieu de la santé, tous les deux. Oui, exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à faire du droit Alors très clairement, c'est vrai que moi j'ai toujours une fibre sur la santé, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et très vite les matières scientifiques. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Voilà. Donc je me suis dit, ok, quelles sont tes appétences ? J'avais des bonnes notes en rédaction, ça j'ai toujours adoré ça. Il y a une forme de logique aussi dans tout ce qui est rédactionnel, dissertation, cas pratique, surtout que ça a été exacerbé avec mes études par la suite. Et suite logique, j'ai suivi en fonction des profs au lycée, etc. Je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire en fac de droit. Ça a l'air de cocher tous les critères sans en savoir un peu plus. Enfin, pour en savoir un peu plus, j'ai dû faire la première année. C'est vrai qu'on ne nous prépare pas tellement à qu'est-ce qu'une fac de droit. Vraiment, on ne sait pas trop ce qu'on va étudier, etc. Il y a d'ailleurs pas mal d'échecs à cause de ça les premières années. Ça m'a pas empêché de faire des petits emplois d'été où j'étais dans le milieu médical. Okay, mais voilà, j'ai toujours eu un pied. Et en fait, au final, rétrospectivement, quand j'y repense, ce côté humain, ce côté social que j'adorais en santé, en fait, l'approche humaine, aider les gens, etc. En fait, je le retrouve complètement dans mon métier aujourd'hui, et c'est vraiment ce qui me fait vibrer aujourd'hui dans la gestion de mon client. Voilà, on accompagne vraiment les gens de A à Z. On n'accompagne pas forcément qu'un chef d'entreprise, mais c'est une personne en fait. C'est une personne qui c'est son bébé. Donc en fait, nous, on est là en fait pour pouvoir l'accompagner au mieux, le rassurer au mieux avec les armes juridiques qu'on a. Donc oui, j'ai pas fait de la santé. Aujourd'hui, je m'occupe quand même de la santé des entreprises, de mes clients. En fait, oui, parce que ça, on le voit. Et donc, dans toute cette nouvelle saison d'épisodes de podcast, là, on est sur la saison 2 du podcast. Et on va avoir beaucoup de témoignages d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise qui ont vécu des impayés. Et en fait, il y a des impacts directs sur leur santé, en fait. Bien sûr. Parce que du coup, c'est du stress, parce que c'est potentiellement des burn-out, potentiellement des gens qui se retrouvent dans des situations financières hyper compliquées, qui peuvent se trouver dans la précarité à un moment. Enfin, et tout ça, ça a des impacts en fait sur la personne et sur sa santé. Et donc finalement, tu fais partie d'un écosystème, on va dire, de conseils qui peuvent entourer et soutenir le chef d'entreprise à différentes étapes de sa vie, dans des phases de croissance, dans des phases d'arrêt aussi d'activité, pourquoi pas, où du coup, tu es un vrai partenaire, un vrai allié du chef d'entreprise sur qui il peut s'appuyer pour se sécuriser, pour peut-être déposer un peu de charge mentale aussi, et lui permettre de se concentrer sur son cœur de métier. Donc, tu vois, finalement... Finalement, c'est pas si loin. Il n'y a pas d'incohérence.
C'est chouette. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que, du coup, surtout si tu es en plus avec une appétence pour le secteur de la santé, qu'est-ce qui a fait que finalement, tu t'es concentrée derrière sur les entreprises? Alors, du coup, j'ai fait un parcours classique en master 1, master 2, droit privé, carrière judiciaire, donc quand même assez général, dans le sens où je me laissais l'opportunité de passer ou non des concours suite à mon master. Et finalement, en fait, au bout du master 2, je me suis dit, allez, moi, je veux du terrain. J'ai toujours marché au challenge. Voilà, dans ma vie privée, dans ma vie perso et dans ma vie pro, j'ai toujours eu besoin de challenge. Et je me suis dit, allez, c'est maintenant, je vais sur le terrain. J'ai mon petit master 2, j'ai été embauchée par une grosse assurance, en fait, dans lesquelles j'étais chargée de recouvrement, donc même pas à la hauteur de mon diplôme master 2. Je me suis dit, c'est pas grave, je mets le pied voilà, à l'étrier, je découvre le recouvrement, parce qu'au final, le recouvrement, on se lève pas un matin en disant, moi, je vais faire du recouvrement. Je pense pas. Non, c'est pas quelque chose de très sexy sur le papier. Et puis, en fait, on se rend compte que, en tout cas, juridiquement, c'est super intéressant, parce que ça recouvre au final pas mal de matières différentes, même si c'est du droit des obligations, on touche à plusieurs contrats, à plusieurs matières, en fonction des secteurs d'activité de nos clients, donc c'est très intéressant. Et ensuite, j'ai été recrutée dans un cabinet en fait de recouvrement de créances en qualité de juriste contentieux. Donc là, j'ai vraiment, là, c'était un épanouissement professionnel pour moi assez important. Et donc, en fait, j'étais amenée à gérer le dossier vraiment de la première relance à la rédaction de la mise en demeure, au conseil avisé avec le client et le partenaire judiciaire qui était attribué, enfin, qui a été sélectionné par l'entreprise ou la société de recouvrement. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais tiens, en fait, moi, j'ai le diplôme. Et bon, j'ai pas le concours. Mais en fait, pourquoi pas? En tout cas, et les connaissances pour et là, je me suis dit, aller plus loin, quoi. trop frustrant de lâcher le bébé, en fait, à un confrère qui va aller le plaider, alors qu'en fait, c'est moi qui le connais le dossier. S'il y avait eu des transactions, etc., qui avaient été, en tout cas, avancées, même si ça n'avait pas abouti forcément avant la procédure judiciaire, j'étais quand même maître, en fait, de cette mesure amiable, en fait, de cet aboutissement, en tout cas, entre les entreprises. Et donc, je me suis dit, allez, j'ai pas d'enfant. Mon mari était aussi dans une sphère de développement de carrière, etc. Je me suis dit, c'est maintenant. Donc, je me suis inscrite en cours du soir pour préparer le CRFPA, donc le concours d'entrée à l'école d'avocat. J'ai obtenu le concours d'entrée. J'ai ensuite eu le CAPA. J'ai pas fait les choses à moitié. J'ai passé les épreuves du CAPA. J'étais enceinte. Ah oui, voilà. Donc t'as lancé oui, on parlait de challenge, tu vois. Bah, écoute. Voilà. Et donc, du coup, je suis restée, en fait, dans le recouvrement. J'avais des dossiers perso, mais en fait, j'ai travaillé pour d'autres cabinets en tant qu'avocat collaborateur, où, justement, moi, je voulais mettre en exergue aussi d'autres... voilà, je voulais m'assurer que le recouvrement, c'était vraiment ce qui avait sens pour moi, en tout cas. En gros, moi, j'ai fait du droit à la famille, etc. J'ai toujours accompagné les sociétés. J'ai développé mon côté conseil, rédactionnel de contrats, CGV, etc. Et, en fait, après, je me suis lancée à mon compte. Je gérais toujours des dossiers perso... voilà, de mon côté, et avec Amandine, justement, qui était sur les bancs de la fac avec moi, avec qui on passait tous nos partiels, etc. On s'est retrouvés toutes les deux à un moment de vie où on s'est dit, OK, en fait, on a assez de dossiers perso pour vivre. Allez, banco, on y va, on met en exergue, en fait, nos spécialités, parce qu'elle a fait beaucoup de droit du travail, droit social. Donc, c'est une complémentarité par rapport au recouvrement, parce qu'on vient accompagner vraiment toute la sphère d'une entreprise, en croissance et en décroissance, malheureusement. Et voilà comment le cabinet AMB Avocat est né aujourd'hui. Et donc, on fait beaucoup de recouvrement, du coup, sur des domaines un peu divers et variés, puisque, comme je l'indiquais, effectivement, ça reste du droit des obligations. On vient appliquer un contrat. Le syllogisme, c'est toujours le même. Voilà, on va conseiller une entreprise de la même manière. Il faut avoir des documents contractuels en béton. Hyper important. Si vraiment j'avais un conseil aujourd'hui à donner, c'est qu'il faut absolument ne pas en fait, procrastiner, parce que je sais que c'est de la paperasse, que en général, quand on est dans le mouvement, quand on vient de créer sa société, on a 1000 choses à penser et on se dit, bon, allez, je me mettrai sur mes conditions générales de vente plus tard, je me mettrai sur un devis bien propre ou un contrat un peu plus tard, etc. Mais le plus tard coûte cher. Mais le plus tard coûte très, très cher. Ouais, c'est clair. Voilà. Clair. Bah ça, moi, je le vois forcément au quotidien. Et donc, au-delà de la partie accompagnement en contentieux, vous faites aussi du conseil pour venir aider les entreprises sur ces sujets-là, autour de la rédaction des contrats, que ce soit aussi contrats de travail ou contrats commerciaux, par exemple. Souvent, en fait, on a nos clients, on vient un petit peu éteindre l'incendie. On vient nous voir en mode, bon, SOS. Là, SOS, on a essayé de recouvrer à l'amiable, ça marche pas. Est-ce que vous, cabinet d'avocats, vous pouvez retenter une petite phase amiable et préconiser la meilleure procédure judiciaire? Et souvent, c'est après cette alerte-là
qu'on vient dire, attendez, là, vous voyez, parfois, ça serait assez frustrant auprès d'un client qui nous dit, moi, j'ai fait ma presta, en fait. Et on le sait qu'il l'a fait de sa presta. Sauf qu'en fait, nous, on lui dit, mais devant un tribunal, on est obligé de prouver 2 choses. On est obligé de prouver qu'il y a un contrat qui établit les relations contractuelles entre les parties, qui définit les obligations de chacune des parties, qui doit être signé, qui doit prévoir un coût, un prix par rapport à une prestation qui est fournie. Donc ça, c'est la première chose. C'est clair. Déjà, indispensable. Avec des conditions générales de vente, on y reviendra, qui permettent justement de prévenir l'impayé ou en tout cas faire en sorte que ça fasse moins mal en termes de coût pour le créancier qui va réclamer en fait l'exigibilité de sa facture. Ça, on en parlera un petit peu après, effectivement, mais c'est vraiment cette approche à 360 aujourd'hui autour du chef d'entreprise. Et puis au final, vous êtes entrepreneur, mine de rien aussi, parce qu'en étant associé du cabinet, vous avez aussi toute la partie développement du cabinet, etc. Donc il y a aussi une compréhension de ce que peuvent vivre les chefs d'entreprise, parce que vous-même, vous vivez dans votre quotidien des problématiques, alors dans un métier différent, mais il y a des similitudes aussi et des choses qu'on c'est vrai. Donc, connaît aussi. Outre les documents contractuels, il faut prouver aussi la réalisation d'une prestation. Voilà. Et souvent, ça va être pris à la légère par notre client, donc créancier, qui va se dire, mais moi je l'ai bien livré en fait, mais vous avez un bon de commande signé? Ah bah non, parce que j'avais confiance, on travaille depuis tant d'années, etc. La confiance, ça c'est toujours. Il y a une divergence entre le terrain et le judiciaire. Et ça, nous, c'est ce qu'on essaye en fait de combiner. Donc c'est pour ça qu'on dit à nos clients à chaque fois, surtout, mettez un accent sur la manière dont vos contrats sont rédigés et les conditions générales de vente. Donc ça, j'imagine qu'on reviendra après, mais voilà, tout ce qui est clause pénale qu'on peut intégrer, clause attributive de juridiction. Il y a énormément de choses à prévoir en fait en amont. Est-ce que tu peux nous donner, nous partager peut-être une expérience que tu as pu avoir sur un client qui a pu, tu vois, vraiment, qui t'a marqué, soit vraiment un succès, quelque chose ou au contraire une expérience vraiment dramatique ou au contraire hyper heureuse pour un client que tu as pu accompagner et rencontrer dans ta carrière? Est-ce que tu as un exemple qui te reste ou si tu as pu être particulièrement fière peut-être aussi d'accompagner ce client-là? Voilà, si tu peux nous partager un petit peu un cas concret que tu as pu accompagner. Alors, en règle générale, nous, ce qu'on adore, vraiment ce qui nous fait vibrer, c'est quand on va actionner une phase judiciaire, donc c'est-à-dire qu'on va faire signifier une assignation, etc. On va avoir une date d'audience devant un tribunal, mais on va réussir à transiger parce qu'il y aura un avocat en face. Et ça, pour nous, c'est la meilleure des victoires. Parce qu'on le sait, notre client, il veut récupérer du cash le plus rapidement possible. Donc, c'est donnant-donnant parce qu'on arrive à maîtriser les coûts d'une procédure judiciaire et on arrive finalement à satisfaire les 2 parties en trouvant un accord sous confidentialité d'avocat. Donc ça, pour nous, c'est assez général, mais c'est quand même la meilleure, en fait, des finalités pour le traitement d'un dossier. Maintenant, si j'avais un dossier qui est qui est plutôt récent d'ailleurs, qui m'est resté, en fait, c'est du recouvrement, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que pour le coup, j'étais en défense. Et on sollicitait de mon client une demande à peu près 700 000 €. Sachant que mon client, c'était une société PME. Donc, en gros, il se faisait condamner, il mettait la clé sous la porte. Donc, voilà, on a l'habitude de plaider, etc. Mais c'est vrai que là, il y avait un côté vraiment où on se disait, waouh, l'enjeu, il est très, très fort. C'est-à-dire que là, notre client, il mise tout sur nous. Et si jamais il se fait condamner, on sait qu'il n'aura pas les reins solides. Et c'est, on pense au chef d'entreprise, mais on pense à tous les salariés qui sont en dessous. Donc, grosse pression. Et on a gagné complètement, on a réussi à débouter la partie en demande. Donc, on a fait économiser 700 000 € à notre client parce que, justement, la partie adverse, elle n'avait pas des demandes qui étaient précises. Elle n'avait pas des fondements juridiques qui étaient fondés. Et tout ça, ça passait par toutes les clauses contractuelles, etc., qui avaient été conduites dans le contrat. Donc, là, je le vois de l'autre sens. Mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a réussi à sauver la vie d'une entreprise sur la base du fait que les contrats n'étaient pas nickel. Et à contrario, c'est dans les 2 sens. C'est-à-dire que si tu es dans l'autre sens et qu'on te doit 700 000 € et que tu as des contrats qui sont nickel, potentiellement tu les récupères. Exactement. Donc c'est sûr que ça change tout. Comment tu gères justement cette pression? Parce que là, tu nous as dit, on imagine bien que 700 000 € sur une entreprise ou mettre en fait, si je perds, je meurs. En gros, entre guillemets, en tout cas la boîte, pas forcément la personne physique, heureusement. Mais si on perd, c'est terminé.
Comment tu gères cette pression, toi, en tant qu'avocate? Parce que j'imagine que le client, il peut peut-être déjà t'appeler souvent. Ouais. Il y a plusieurs dossiers, il y a des urgences judiciaires, des derniers jours. Comment tu gères cette pression à titre personnel sur les dossiers? On essaye déjà d'être, comme je le disais en début de ce podcast, d'avoir une relation assez privilégiée de proximité avec nos clients. Donc, il y a une relation de confiance qui est établie très vite. Et en fait, nous, on prône la transparence au cabinet. C'est-à-dire que quand un dossier est bancal, on va pas hésiter à dire, écoutez, là, votre dossier, il est bancal. Honnêtement, pour une demande à tant d'euros, moi, je vais plaider le dossier. J'y crois pas. Donc, voilà, je préfère écarter. Je vends pas du rêve. On vend pas du rêve. Est-ce que juridiquement, c'est fondé ou pas? Donc, tout de suite, il y a une relation de confiance qui est établie. Donc, ça, c'est assez important, je trouve. C'est ce qui peut se démarquer. Et après, on est obligé de prendre un peu de distance. Parce que sinon, c'est pas gérable. C'est pas gérable. Donc, nous, nos deadlines, on a des process, etc., qui sont bien mis en place. On fait des points réguliers avec nos clients, pour anticiper aussi les arguments adverses qui peuvent survenir en cours de procédure, même si c'est pas établi tout de suite. On le sait en analysant les pièces de dossier, quels arguments juridiques peuvent nous être soulevés. Donc, on va essayer d'anticiper au maximum pour réduire le stress. Et après, les juridictions, on a comme l'habitude d'aller plaider. On sait un peu, on a des tips, notamment quand on est en demande, etc., des stratégies qu'on met en place, notamment avec les clauses attributives de juridiction. Quand on a une partie adverse qui conteste de devoir payer les sommes, et bizarrement sur assignation supérieure à 10 000 euros avec représentation par avocat obligatoire, elle va devoir se faire représenter par avocat. Elle va devoir exposer des frais judiciaires tout court, en fait, donc plus important que le principal pour se défendre. Là, on nous rappelle, etc. Donc, c'est pour ça. Nous, on est garant de la sérénité, on va dire, de le chef d'entreprise. Il nous confie son dossier. On est là pour gérer l'interface avec la partie adverse, avocat ou pas avocat. Et après, on gère notre métier. J'ai envie de dire, la gestion du stress, c'est inhérent à... C'est notre quotidien, en vrai. Il y a un sujet, je trouve aussi, justement, dans les procédures, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que l'urgence d'un dossier pour le chef d'entreprise, il y a vraiment ce degré d'urgence, quoi. Il faut le cash, tu l'as dit en introduction, les clients, ils veulent leur argent le plus rapidement possible. Pour eux, l'objectif, c'est d'avoir du cash. Or, quand on commence à aller sur des procédures judiciaires, on sait qu'il y a des délais. Et donc, potentiellement, le temps judiciaire n'est pas le temps de la réalité économique d'une entreprise, quoi. Ça, c'est vrai que c'est assez délicat. Comment tu gères ça et comment tu fais pour faire entendre ça, tu vois, Ça, c'est assez délicat. Il y a, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a le côté délicat de j'ai fait ma presta, mais j'ai pas les documents contractuels qui me permettent de justifier la prestation et donc d'obtenir potentiellement le recouvrement judiciaire. Ça, c'est première frustration. Mais deuxième frustration, c'est la longueur des procédures judiciaires que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, devant le TAE Paris, pour obtenir une ordonnance de référé, donc il y a une procédure qui est quand même dite rapide, on est sur 4-5 mois. Sur un fond, on est sur 1 an, 1 an et demi. Si la partie adverse se fait représenter, sinon ça peut être 4 mois. Si finalement c'était du bluff et qu'il y a personne en face. C'est assez lourd. Et c'est vrai que très souvent, nos clients ont du mal à se dire « Ah ouais, il faut que j'attende tout ça, mais je peux pas. » Oui, d'où l'intérêt, en fait, de cadrer dès le départ ces contrats, etc. Parce que ces délais-là, nous, on peut pas les maîtriser, on les subit. On les subit comme le client. Complètement, et même au-delà du fait qu'on arrive à le résoudre en amiable, si on a des documents qui sont bien cadrés, on peut passer par des procédures d'injonction de payer, par exemple, qui sont quand même beaucoup plus rapides, où l'avocat, en plus, n'est pas obligatoire en première phase, en tout cas, et où ça permet de pouvoir réduire le coût, réduire le temps, etc. Donc, pour les petites créances, c'est nickel. C'est hyper important, quoi. Et le côté, tu vois, transiger, est-ce que les clients, tu vois, au bout d'un moment, quand tu sais que tu as fait la presta comme il faut, qu'il n'y a aucune raison finalement, si tu as tous les documents, tu as tout, pourquoi est-ce que je transigerais Est-ce que tu en as, tu vois, où ils en font vraiment des affaires de principe Qu'est-ce que tu vas aller leur dire par rapport à ça, tu vois? Est-ce que ça nous arrive régulièrement ou tu essayes de leur faire, entre guillemets, entendre un peu raison de façon plus pragmatique, ou est-ce que tu es plutôt de tempérament de dire vous en faites une affaire de principe, pas de problème, je vous suis et on y va et on en fait une affaire de principe? En général, on a un nouveau client, on fait une visio, on fait un état des lieux. On analyse, est-ce qu'il y a eu des échanges? Qu'est-ce que la partie adverse a communiqué comme contestation, ce genre de choses? Quel élément contractuel on a? Donc déjà, avec ce faisceau d'indices, on est capable de savoir si nos demandes sont fondées, en fait. Même s'il y a un aléa judiciaire, attention, toujours un aléa judiciaire, mais on sait à peu près jusqu'où on va. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment un rôle de conseil à ce moment-là, c'est de dire, attendez, j'entends. Moi, je vous dis juste que devant les tribunaux, comment ça va se passer?
je peux sécuriser ça. Maintenant, il y a un aléa sur tant d'euros. Voilà. Après, il y a des clients qui nous disent, de toute façon, on y va pour 2000. Donc, on tente les 8000, même si on sait que, voilà. On sait que le delta est pas forcément justifié à 100%. Nous, ça se plaide. En plus, au tribunal de commerce, c'est des juges qui sont pas professionnels. Donc, en fait, c'est des personnes de terrain. Donc, ils connaissent les milieux de l'intérieur des entreprises. Donc, on le plaide. Mais il y a aussi des clients qui viennent nous voir. J'ai une créance de 2500 €. Moi, je vais assigner au fond. Et donc là, on leur dit, mais attendez, ça va être long. Le coût de la procédure judiciaire est peut-être disproportionné par rapport aux gains escomptés, etc. Même si on va demander des dommages d'intérêt et des sommes accessoires. Mais ils nous disent, non, moi, c'est mon image de marque. Et à un moment donné, si X ou Y sait que un tel n'a pas réglé, en fait, j'ai combien de clients qui vont pas me payer? Donc ça, c'est un vrai truc. C'est important ça. Moi, j'ai eu l'exemple d'un client comme ça, d'ailleurs, sur des petits montants. Il est allé lui-même, finalement, parce que c'est des petits montants et il ne voulait pas forcément prendre un avocat. Il est allé lui-même faire les audiences, par principe. Et il obtient gain de cause. Bah oui, parce qu'il faut savoir que... décisions favorables. Et donc, finalement, ça fait jurisprudence pour ses clients. Parce que nous, maintenant, on leur dit, on a des décisions de justice dans d'autres dossiers qui ont été rendus. Donc, c'est des arguments derrière en recouvrement aussi pour éduquer, finalement, les clients. C'est important, mine de rien. C'est aussi des choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Tu as employé une expression qui va m'amener sur la prochaine question à te poser. Oui. Tu as parlé de procédure au fond, en disant « je vais au fond ». Oui. Voilà. Donc, oui, j'ai vulgarisé. Voilà, tu as vulgarisé. Donc, on va aller du coup au fond des choses maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer? On a déjà aussi parlé, tu as déjà expliqué, tu as déjà employé le mot référé, je t'ai parlé d'injonction de payer. Est-ce que tu peux nous expliquer de façon la plus simple possible quelle est la différence entre une injonction de payer, une procédure de référé et une procédure au fond? De façon à ce que déjà, c'est les 3 grandes procédures qui existent en matière de recouvrement. Oui. On en a encore une autre potentiellement qui peut exister, l'assignation à jour fixe, qui sera l'urgence de l'urgence quand le référé ne fonctionne plus. Ou le référé heure à heure également. Voilà, également. Ça, c'est d'autres. On ne va pas forcément rentrer dans ces détails-là parce qu'après, on va devenir vraiment trop technique. Mais déjà, ces 3 procédures de base, injonction de payer, référé et fonds. Est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes les différences de façon la plus accessible possible pour les personnes qui nous écoutent? Donc, il faut savoir qu'une injonction de payer, c'est une requête qu'on dépose auprès du tribunal. Donc, qui peut être fait par avocat ou pas forcément d'ailleurs. Et en fait, c'est une procédure qui n'est pas contradictoire. C'est-à-dire que le débiteur, au moment où vous déposez votre requête auprès du tribunal, n'est pas informé en fait de votre demande. Il va être informé uniquement quand l'ordonnance sera rendue par le juge et qu'elle sera signifiée par un huissier. Et c'est à ce moment-là, sur signification, que ces droits d'opposition vont pouvoir s'ouvrir et qu'il va pouvoir contester. Donc, en général, c'est des procédures judiciaires qu'on préconise pour des petits montants en dessous de 4 000 €. Même parfois, quand il y a des contestations, ça peut nous arriver ça nous permet de savoir si c'est réel, en fait, du côté du débiteur. Est-ce que vraiment il va aller au bout des choses? Est-ce qu'il va s'opposer? Parce que s'il s'oppose à l'ordonnance qui lui a été signifiée, l'affaire, elle est renvoyée au fond. Donc ça, c'est la première chose. C'est requête en injonction de payer. Donc en général, pour les petites créances en dessous de 4 000 €, c'est plutôt rapide. Ça dépend des tribunaux après. C'est plutôt rapide, en tout cas, quand il n'y a pas d'opposition. Oui, les coûts sont maîtrisés. J'avoue, c'est la procédure qui est plutôt idéale en termes de délai coût en cas de non-opposition. Donc, et il faut un dossier béton. En sachant que, avant d'enchaîner sur les 2 autres, on pourrait juste échanger sur cette procédure, parce que bien évidemment, c'est une procédure que moi j'utilise souvent aussi en recouvrement. Faire attention sur le fait qu'il faut quand même, ça se fait sur pièce, c'est-à-dire que le juge va statuer sur pièce, donc par définition, il faut avoir des pièces à présenter, prouver l'accord des parties sur la chose et le prix, en gros, que la prestation a été faite, que potentiellement il n'y a pas de contestation. Donc il y a quand même un minimum de documents à avoir pour pouvoir enclencher cette procédure au risque de se faire jeter. Bon, c'est pas dramatique si on se fait jeter, mais oui, effectivement, déjà la première étape, c'est de convaincre le juge qu'on ait une ordonnance favorable et qu'il n'y ait pas un renvoi sur nécessité d'un débat contradictoire. C'est-à-dire que si le juge sent que la prestation, il y a un débat qui peut être, voilà, il va renvoyer directement en fait les parties à se pourvoir au fond. C'est vraiment ce qui est écrit sur l'ordonnance. Première étape qui est franchie, vous obtenez une ordonnance favorable. Il reste que le cas de la non-opposition du débiteur pour avoir un titre exécutoire exécutable dans les meilleurs délais. C'est vrai que dans l'idéal, c'est une procédure donc on applique pour les petits dossiers complets dans lesquels on sait que la prestation elle est, j'ai envie de dire ferme. Il n'y a pas forcément de reconnaissance de dette parce que là il y a l'assignation au référé qui va pouvoir prendre le relais en fonction du montant de la créance. Mais voilà, quand le dossier est plutôt complet et qu'on sait que il y a pas de contestation, qu'on n'a pas réussi à toucher le débiteur, ça vaut le coup en fait de tenter une IP
pour obtenir un titre exécutoire et pouvoir procéder aux mesures d'exécution forcée derrière. Ouais, complètement. En sachant que effectivement, en avocat, vous allez forcément l'utiliser aussi pour des créances plus petites parce que après, il y a quand même les procédures de référé, de fonds, etc., dont on va parler juste après, qui existent et qui sont plus engageantes pour la personne en face parce qu'elle va devoir aller constituer avocat, parce que du coup, ça va déclencher ses négos, etc. Donc, c'est vraiment stratégique aussi d'aller passer par ces procédures. Mais il n'y a pas de limite de montant sur l'injonction de payer. Moi, il y a des fois des clients qui me demandent, bah oui, mais est-ce qu'on peut faire une injonction de payer? On peut faire a priori pour tous les montants. Après, plus les montants sont élevés, plus ça peut susciter du doute au niveau du juge de pourquoi c'est pas payé sur un si gros montant. Voilà, c'est aussi Moi, j'ai déjà eu des ordonnances risque, injonction de payer sur 30 000 euros. Hein. Oui, ça arrive, Voilà. ça arrive complètement, c'est complètement possible. Après, le risque d'opposition est peut-être plus fort aussi, voilà. En sachant que aussi, notamment là pour le coup, pour les petites créances, ce que je dis moi des fois à des clients, c'est on tente, on verra si ça marche. Si ça marche, tant mieux. Et s'il y a une opposition, on a toujours aussi la possibilité de pas continuer. Oui. On continue ça marche les sommes, au commerce, effectivement. On arrête et puis voilà quoi. C'est pas grave. Alors, c'est là où on attire un peu l'attention de notre client en fonction de vers qui, en fait, quelle est la nature de la société du débiteur. Parce que si on est devant le tribunal de commerce, pas de souci, on garde la maîtrise de la procédure, il y a une opposition. Il suffit de pas consigner les frais d'opposition. Il y a une caducité de l'ordonnance qui est rendue d'office. Mais si c'est du tribunal judiciaire, par exemple un entrepreneur individuel non inscrit, là attention, on est devant un tribunal judiciaire. Là, s'il y a opposition, tout de suite, ça part au fond. On n'a plus la maîtrise de la procédure. Donc là, ça veut dire au client, tout de suite, on avise, attention, si opposition, ça vous coûtera et l'injonction de payer, ça va être super long et il va y avoir les coûts d'une procédure au fond qui va s'ajouter en fait. Complètement. En sachant qu'effectivement, suivant la nature du débiteur que tu as, savoir si c'est une entreprise, un professionnel ou si c'est quelqu'un qui est en particulier société civile, c'est pas la même juridiction et même l'arbitrage de la procédure à suivre se joue là parce que clairement, par exemple, moi, des injonctions de payer au tribunal judiciaire, je les fais plus. Oui, parce que là, c'est pas 4 mois de délai. Hein. On est sur un an. C'est-à-dire que tu as le temps de faire je sais pas quoi de ta vie, mais avant d'avoir une décision. Donc en fait, c'est même déjà un premier arbitrage. Et j'oriente systématiquement moi les clients quand on est devant le tribunal judiciaire sur les autres procédures, enfin sauf si il y a aucun enjeu de timing, de délai, que c'est pas sur des grosses sommes, etc. Et où bon bah on tente et puis bah rendez-vous dans 9 mois quoi, on verra bien ce qu'il en est, mais sinon on passe plutôt du coup sur le référé et le fond. Donc est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux s'il te plaît ? Bien sûr. Donc l'assignation au référé, en fait le juge des référés, c'est ce qu'on appelle le juge de l'évidence. C'est-à-dire que lui, il va statuer que si vraiment il y a un contrat qui est pas contestable, une prestation qui a été effectuée. En général, on va devant ce juge-là quand on a une reconnaissance de dette. Ça, c'est vraiment le meilleur dossier pour gagner en référé. C'est que vous avez une reconnaissance de dette écrite par mail, c'est suffisant, par le débiteur ou un échéancier de paiement. Quand tu dis reconnaissance de dette, tout de suite, on va imaginer mais il faut que mon client, il ait écrit un truc en disant qu'il reconnaît devoir X euros, etc. Tu vois, c'est pas ça, une reconnaissance de dette. C'est-à-dire que dans un fluide d'échange, il va admettre, par exemple, devoir cette somme, ou par exemple dire désolé, j'ai pas de trésorerie maintenant, je reviens vers toi dans 48 heures. Aucune inquiétude, voilà, inquiétez-vous. Aucune inquiétude, il faut s'inquiéter. Mais ça, du coup, c'est une reconnaissance de dette puisqu'il vient bien certifier que la prestation elle a eu lieu, qu'il n'y a pas de contestation sur le montant de la facture, parce que ça peut être ça aussi, et qu'en fait c'est juste un problème de trésorerie. Mais ça, donc le juge des référés est tout à fait capable de pouvoir trancher ce genre d'affaires. Et donc en fait, comment ça se passe très clairement, parce que là, je vais vous donner les coulisses. On prend une date de référé, par exemple à Paris. On va soutenir en fait notre demande. Elle peut être envoyée qu'une seule fois et elle est plaidée. Donc c'est-à-dire que oui, la première date d'audience, elle est à peu près 3 mois, mais on va se dire qu'elle est maximum, il y a un renvoi le mois d'après. L'affaire, elle est plaidée, on a une ordonnance de référé. Donc c'est quand même une procédure qui est super. C'est relativement rapide. C'est que le temps, la notion au temps dans une juridiction versus dans la vraie vie d'une entreprise, c'est sûr que c'est pas la même. Quand on va dire à quelqu'un il faut attendre 4 mois pour avoir une décision, il va considérer que c'est long pour un entrepreneur. À l'échelle des délais judiciaires, c'est assez rapide. Très rapide. Donc ça, c'est la première chose. Il y a une étape quand même, tu es allé un peu vite, entre guillemets, sur la procédure. La grande différence quand même par rapport au référé, c'est que là, la personne en face est informée. Ah oui, tout à fait. On va aller faire cette procédure. Tu vois, quand on dit on va aller plaider, il va y avoir une audience, la personne, elle est convoquée au tribunal. Tout à fait. Donc là, vous expliquer comment ça se passe au niveau de la c'est vrai que je suis allée très vite. C'est pas une requête comme on fait pour une requête en injonction de payer. C'est vraiment vous convoquez en fait à une audience déterminée la partie à se présenter sur la base d'écriture qu'on appelle une assignation qui va être délivrée par un huissier, un commissaire de justice maintenant pour donc la date qui aurait été choisie devant le tribunal. Donc
le débiteur est amené à se présenter à cette date-là et à se faire représenter, le cas échéant, par un avocat en fonction du montant de la créance et son souhait ou pas de se présenter. On est obligé du coup d'avoir un avocat au-dessus de 10 000 euros, voilà, au principal, hors article 700 du Code de procédure civile. C'est l'article en fait qui vous permet de compenser les frais judiciaires qui sont exposés par la partie demanderesse. La partie en fait qui va avoir une issue favorable en fait sur l'ordonnance ou un jugement va pouvoir avoir un article 700, une indemnité au titre de cet article-là pour compenser les frais exposés, les frais judiciaires. Donc effectivement, là c'est contradictoire de base en fait. Tout de suite, la personne est au courant des arguments. Alors, parce que des fois, je rigole un petit peu. Moi, tu sais, quand on voit des séries américaines, il y a des fois des clients qui me disent « Oui, mais on lui dit pas ça, on le sortira le jour J. » Non, mais on n'a pas le droit de faire ça. Respect du contradictoire. Voilà, c'est ça. Respect du contradictoire, c'est vraiment quelque chose d'important. Très important. Donc, le contradictoire, on le rappelle, c'est vraiment le fait d'informer la personne que déjà, on va faire une procédure, qu'elle a la possibilité de se faire représenter au tribunal, de faire valoir ses droits. C'est pour ça aussi que c'est délivré par un huissier de justice. Pour avoir été anciennement huissier de justice, c'est lui qui est le garant du respect du contradictoire, du fait que l'assignation, on a tout fait pour la remettre à la personne destinataire pour qu'elle ait connaissance de la procédure, connaissance de ses droits, hyper important. Derrière, en cours de procédure, et puis à la fin, on va lui notifier aussi le jugement, etc., pour l'informer de ses droits de recours éventuels aussi contre la décision. Et derrière, il va y avoir un calendrier potentiellement. Donc là, tu as dit qu'il y avait un renvoi en référé. C'est très rapide. C'est ça. Mais pour pouvoir, en fait, permettre à la personne de faire valoir ses arguments. Exactement. Et que toi, en réponse, tu puisses répondre aussi. Exactement. Et que chacun expose et ait la possibilité d'exposer ses arguments. Parce qu'une personne, des fois, ne paye pas, elle a aussi potentiellement des bonnes raisons. Alors, c'est là où, justement, les cas de contestation en référé, ça va être justement de demander une passerelle vers le juge du fond. Quand on est en défense, en fait, en référé, et qu'on a des contestations à faire valoir, comme je l'ai dit, le juge des référés, c'est le juge de l'évidence. Dès qu'il y a une contestation, donc dès qu'il y a un avocat adverse qui fait valoir quelque chose de juridiquement tangible, le juge des référés va dire « Ok, moi, je suis pas compétent, donc je renvoie l'affaire devant un juge du fond. » Et donc là, on passe sur la dernière procédure. Ouais, juste une question avant de partir sur cette procédure-là. Est-ce qu'un juge de référé peut accorder des délais de paiement ? Ah, tout à fait. Il va falloir justifier, par contre, la partie qui sollicite des délais de paiement va devoir justifier, en fait, de la nécessité de la mise en place de cet échéancier de paiement et va devoir aussi rendre des comptes sur sa solvabilité, entre guillemets, pour que, que le créancier puisse être rassuré. OK, je fais un échéancier de paiement sur 6 mois. Vraiment, dans 6 mois, je vais avoir le règlement de l'intégralité. Si on sait que la société, elle est vraiment en insolvabilité très, très compliquée, nous, en tout cas, en demande, on s'oppose à des délais de paiement. Parce qu'en fait, on sait qu'attendre 6 mois de plus, c'est en fait prendre le risque de ne plus rien avoir. Et le juge en référé peut statuer sur ces délais. Tout à fait. Ça, c'est dans sa compétence. Oui. Okay. Oui, parce qu'il n'y a pas de difficulté sur le fond du litige. C'est pas sur le fond, c'est juste sur les modalités de paiement. L'exécution. Ouais. Ok. Et donc le fond. Donc, OK, il y a un problème. Donc là, on va au fond. Soit de première intention, on assigne au fond, soit via cette passerelle. Exactement. C'est quoi la différence, du coup, sur une procédure au fond ? Donc, même prémisse, on va dire que pour une assignation référée. Donc, c'est une procédure qui est contradictoire. Donc, rédaction d'une assignation au fond, signification par un commissaire de justice à une date déterminée. Mais c'est une date d'audience de mise en état. Voilà. Au fond, c'est vraiment ça. Il va y avoir une énorme phase de mise en état qui permet, comme tu l'as très justement rappelé, de s'assurer que le respect du contradictoire a été assuré et que toutes les parties ont été avisées des arguments, des pièces au soutien de leur demande et pu répondre sur tous les points de contestation qui sont soulevés. Donc ça, c'est très important. Et cette partie-là, elle est assez lourde puisqu'en fait, ton dossier, il va être envoyé tous les mois. C'est-à-dire que tu vas avoir une première date d'audience, 1er novembre, c'est férié, 2 novembre. Ça va être envoyé au 2 décembre. On va renvoyer en fait l'affaire pour que la partie adverse puisse conclure. Conclure, ça veut dire répondre par écrit aux arguments qui ont été émis dans l'assignation, répondre avec des pièces, etc. Ce jour-là, de décembre, on va dire « Ok, j'ai bien reçu les conclusions de la partie adverse. Je renvoie au 2 janvier si la partie demanderesse sollicite une réponse. Et elle pourra transmettre à ce moment-là ses conclusions et ses nouvelles pièces, etc., etc. » En général, il peut y avoir 3, 4. Il y a des dossiers, il y a eu 15 échanges de conclusions, c'est l'enfer. C'est des choses. C'est pas une stratégie. On entend souvent qu'il y a des avocats qui utilisent cette stratégie de renvoi pour gagner du temps finalement. Quand on est en défense, bien sûr. Parce que du coup, vous gardez une trésorerie.
pour votre client. Et est-ce qu'il y arrive un moment où, en tant qu'avocat, où nous, on n'a pas intérêt à ce que ça soit renvoyé 50 000 fois, est-ce qu'il y a aussi une possibilité de dire stop, en fait, parce que c'est trop facile de renvoyer tous les mois. Alors, c'est là où est mis en exergue la difficulté de respect du contradictoire, qui est super importante, droit de la défense, etc. Et effectivement, la viabilité d'une demande, la possibilité que l'entreprise défendrait soit insolvable, etc. Plus le temps avance. Donc, en général, ce qui se passe, le juge accorde un renvoi. Par exemple, si l'affaire a été envoyée pour conclusion en défense, qu'elle n'a pas transmis à la date donnée ses conclusions, elle va autoriser un renvoi au mois d'après. Et là, nous, on demande une injonction de conclure. C'est-à-dire que ça peut être envoyé encore une fois. Ah oui. Ouais. Une fois ou deux. On essaie que ce soit qu'une fois. En fait, ça va être une demande de produire ces écritures avec une injonction de conclure. Sinon, ça veut dire que l'avocat adverse, il n'est pas obligé de conclure pour la date. Tant qu'il n'y a pas d'injonction de conclure, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé. C'est fou, ouais. Ok. Voilà. Mais sauf que nous, on peut pas demander tout de suite l'injonction de conclure dès la première fois. Puisque c'est normal, le respect du contradictoire, il doit avoir un délai suffisant pour pouvoir aussi constituer sa défense. Des fois, il y a des contestations qui nécessitent vraiment une reproduction de pièces, d'aller vraiment chercher des constats aussi, tu vois, par exemple, Exactement. je sais pas, il y a certains contentieux, notamment quand on va aller toucher à des contentieux type, moi c'est des contentieux que j'ai pu voir aussi en tant qu'huissier, mais sur de la concurrence déloyale, sur du détournement de fichiers clients, sur tout ce qui va être de la contrefaçon, des choses comme ça. En fait, il y a des vraies ensuite actions pour constituer des preuves qui peuvent effectivement prendre du temps. Voilà, donc en fonction de ça, le juge va imposer ou pas une injonction de conclure. Si jamais la partie ne produit pas ses écritures, il va y avoir ce qu'on appelle une clôture des débats. Donc, c'est-à-dire que plus aucune écriture ne sera recevable devant le tribunal et l'affaire est renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire. Donc, vous êtes renvoyé en fait à une audience de plaidoirie en cabinet. Donc, c'est vraiment c'est pas l'américaine, en tout cas au commerce, voilà, à Paris. Vous êtes reçu dans un petit cabinet du juge. On est assis, c'est vraiment dans la discussion, beaucoup plus dans l'échange que sur une plaidoirie un petit peu froide. Voilà, c'est beaucoup dans l'échange. En fait, on va exposer nos arguments juridiques, mais très factuels, puisque comme je le disais, les juges du commerce sont des juges non professionnels qui sont habitués au terrain, donc ils viennent vraiment chercher le pourquoi du comment, en fait, même dans les faits. Donc ça, c'est très important. Et voilà, après, une fois qu'on a plaidé le dossier, il va rendre une date de délibéré, on aura le jugement à ce moment-là, et qu'on fera exécuter après pour obtenir les fonds. Et donc, l'avocat dans tout ça, donc on a bien compris, ça va être celui qui rédige, puisqu'on est beaucoup sur de l'écrit, même si c'est une procédure orale. Ah, c'est une procédure orale, normalement. Mais pour autant, ça passe quand même beaucoup par l'écrit. Donc, ton quotidien, toi, c'est d'aller faire des allers-retours au tribunal. Voilà, exactement. Donc après, on a, entre confrères, etc., on a même des personnes qui vont aux audiences de mise en état pour nous, puisque c'est vraiment des audiences de calendrier, en vrai. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas d'expertise à ce moment-là. Dans un mois, on est content de... Et franchement, en tant qu'avocat, c'est assez fastidieux. Donc, on le fait au début parce que c'est le terrain. Faut aller voir une audience de mise en état à Paris, c'est quelque chose. Hein. Ça débite, il y a 200 affaires sur le hall. Il faut tendre l'oreille. C'est assez solennel. C'est très particulier. C'est public en plus. Donc, en vrai, un dirigeant qui a envie de voir un petit peu l'envers du décor peut aller au tribunal un jour et puis assister à une audience, quoi. Mais c'est vrai que sur ces audiences-là, nous, on dit à nos clients de pas venir, hein, parce que c'est vraiment inintéressant au possible. Enfin, il y a aucune plus-value. C'est passionnant en termes d'apprentissage et de curiosité. Ça peut être intéressant, mais pas de autant ils viennent avec nous sur les audiences de plaidoirie où vraiment le fond du dossier est plaidé. Mais sur les audiences de mise en état, de renvoi pour calendrier, nous, on arrive au tribunal, on ne sait pas quel numéro, c'est un peu le loto. Hein. Des fois, on est à affaire numéro 2, donc en 5 minutes, c'est fait. On a plaidé, on est ressorti. Des fois, on attend 3 heures. Ouais. Voilà, donc c'est 3 heures de perte sèche pour le cabinet. Hein. Donc c'est pour ça que souvent, maintenant, on délègue en fait ces audiences de mise en état et on vient vraiment que pour plaider le dossier sur le fond. Complètement. Et est-ce que les avocats, tu peux aller plaider dans n'importe quelle juridiction en France ou tu es affecté à certains tribunaux? Non, au commerce, c'est plutôt souple. Donc en fait, on peut plaider sur n'importe toute la France. Donc nous, on a des clients qui sont pas forcément à Paris, mais qui sont aussi dans le sud de la France. Donc, on a des confrères. Maintenant, on a un réseau quand même assez étendu sur toute la France qui font les audiences de mise en état, etc. Et on se déplace pour plaider. Ça, il y a une multipostulation et on peut plaider sur tous les dossiers devant tous les tribunaux de commerce de France. Par contre, les autres juridictions, non. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement la différence? On a compris qu'au tribunal de commerce, c'était des professionnels, donc des gens de terrain, chefs d'entreprise, des gens qui ont quand même une certaine expérience, souvent dans le milieu entrepreneurial, souvent qui ont eu plusieurs entreprises, etc.
Et donc, qu'est-ce qu'ils vont plaider, sur quel type de dossier est-ce qu'ils vont être compétents. Et l'autre juridiction principalement qui nous intéresse, c'est le tribunal judiciaire. Oui. Donc, c'est quoi les différences? Peut-être en termes donc, de nature d'affaires, peut-être qu'il y a des différences du coup, au niveau de la nature des magistrats, on a vu. Oui, exactement. Et peut-être aussi au niveau des délais ou au niveau, est-ce qu'il y a des pratiques qui sont peut-être différentes en fonction des... Alors, des même devant juridictions. les tribunaux de commerce, c'est vraiment très local. Hein. Même il y a des oui, pratiques même en région différentes, parisienne. Hein. suivant les C'est-à-dire qu'à tribunaux. Melun, vous plaidez en audience publique, alors qu'à Paris, vous plaidez en cabinet. Oui, Donc, parce que tout à l'heure, tu as dit que le client peut venir à une audience de plaidoirie juste avant que tu as dit que c'était en cabinet. et ben voilà, typiquement parce que nous, on a amené en fonction des tribunaux à pratiquer l'une ou l'autre en fonction D'accord. Ouais, voilà, de ok. ce qui est praticable Des pratiques, des devant juridictions. cette C'est juridiction. surprenant, ça, que ce soit pas la même chose partout. Exactement. Et il y a même des tribunaux, ils mettent de plus en plus l'accent sur les conciliations. Conciliations qui deviennent obligatoires, en tout cas qui sont imposées devant certains tribunaux de commerce, beaucoup plus que devant d'autres. Hein. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Enfin, c'est marrant, c'est surprenant. particulier. Ouais, c'est surprenant. Oui. Suivant, en fait, le tribunal, Suivant tu vas le avoir président, une la sensibilité chambre, oui. à la conciliation plus forte dans certains tribunaux que dans Tout d'autres. à fait. Donc ça, c'est vraiment la connaissance terrain qui est importante. Exactement. On en parlera après de la conciliation et de la médiation, justement. Avant, juste, si tu peux Oui, me faire les bien sûr. différences entre judiciaire Donc, et commerce. Judiciaire, en fait, quand vous faites Là, c'est vrai que nous, on fait beaucoup de B2B. Donc, en fait, on est contre des sociétés commerciales ou en tout cas inscrites au registre du commerce et des sociétés. Compétence, tribunal des activités économiques de Paris ou tribunal de commerce en fonction de la juridiction en France. Si vous êtes contre un particulier, si c'est un litige entre associés ou des choses comme ça, vous êtes devant ce qu'on appelle donc le tribunal judiciaire. Voilà. Le tribunal compétent est celui du lieu du siège social, en fait, soit de la société, soit la domiciliation du débiteur. Donc, ça va vraiment, en fait, dépendre de la catégorie, en fait, la qualité de votre débiteur, si vous choisissez d'aller devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Devant le tribunal judiciaire, en fonction des montants, on va avoir tel ou tel champ. Je ne vais pas rentrer dans la technicité, il y a peu de valeur ajoutée là-dessus, d'intérêt. Néanmoins, effectivement, c'est des délais qui sont quand même assez longs. Vous êtes devant, pour le coup, des magistrats qui sont professionnels, qui ont fait l'ENM, donc l'école de la magistrature. Et par contre, les délais sont, à Paris, là, pour un référé TJ, c'est 6 mois. Ouais, les délais sont très, très longs. Très, très longs. En fait, il y a aussi une explication factuelle à ça, qui est d'un côté, on a un service public Oui. au tribunal judiciaire, donc qui est lié à, c'est un service public, donc fonctionnaires, etc. Non pas que les fonctionnaires ne travaillent pas, je ne suis pas du tout en train de dire ça, mais sur ce côté... Avec peut-être moins de moyens. Il y a moins de moyens, voilà, en termes de moyens, Oui. c'est les moyens du secteur public. Bien On sûr. sait que les services publics aujourd'hui, c'est compliqué dans tous les domaines, y compris judiciaire, alors qu'au tribunal de commerce, c'est différent. On est sur... alors, c'est un statut particulier parce qu'il y a une prérogative de service public, mais pour autant, on est sur une société privatisation privée, finalement. Les greffes Tout à du tribunal de commerce, donc c'est eux qui choisissent les moyens qu'ils ont, les effectifs qu'ils y mettent, etc. Donc, c'est quand même pas la même gestion et c'est payant. Exactement. Oui, l'enrôlement est payant. Quand vous assignez effectivement devant un tribunal de commerce, vous payez en fait un frais d'enrôlement, ce qu'on appelle... Il y a des projets d'ailleurs de loi pour la contribution... aux frais de justice, de façon générale, contribution judiciaire, quand on fait des procédures. Ça pose des grands débats, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. En fonction du montant de la créance. En fonction du montant de la créance, j'ai vu les textes, je me suis dit, mon Dieu. Ah, mais c'est déjà en application. C'est assez incroyable. On ne va pas en parler maintenant, mais c'est un vrai sujet aussi de dire à un moment, s'il faut payer pour aller faire valoir ses droits au tribunal. C'est ça. Déjà qu'on a un impayé, c'est déjà un coût. Si en plus, et en plus il faut payer il pour faut aller encore avoir avancer de plus en plus de frais, c'est compliqué. En tout cas, c'est dissuasif. C'est hyper dissuasif, mais en même temps, il y a pas mal de dispositifs qui font en sorte de dissuader les parties d'aller au tribunal, et donc justement tous les modes alternatifs de règlement des litiges. Donc quand on dit mode alternatif de règlement des litiges, ça vise la conciliation, la médiation, la transaction, etc. Donc tous ces dispositifs qui permettent de régler le litige en dehors d'un tribunal. Et donc c'est là où vous intervenez aussi beaucoup, tu l'as dit déjà en introduction, pour se dire évitons d'aller dans une procédure qui va durer longtemps et essayons de transiger et de trouver des accords. Donc comment ça se passe, cette partie-là? Est-ce que c'est des négos que vous engagez avant une procédure, en cours de procédure, parce que tu as dit qu'aussi en cours de procédure, c'était intéressant. Comment ça s'articule et comment on bascule en fait d'une procédure sur une médiation ou sur un accord transactionnel? En fait, ça peut être les deux.
Parfois, on a des clients qui viennent nous voir. Justement, il y a un enjeu de trésorerie assez important. On vient nous dire, OK, bon, moi, est-ce que je... Ou alors, tout simplement, ça m'embête, c'est encore un client de la société. Je ne sais pas trop comment faire pour pas vexer, etc. Mais en même temps, c'est un impayé, etc. Donc, je préfère déléguer à une tierce personne qui fasse le recouvrement pour mon compte. Et là, nous, on va leur dire, OK, on n'est pas obligé d'y aller comme des pitbulls tout de suite. Voilà. Le but, c'est de trouver une solution intelligente pour toutes les parties. Donc, le mieux du mieux pour nous, c'est quand il y a déjà, avant même qu'il y ait une saisine d'un tribunal, la constitution d'un confrère en face. Donc là, ça, c'est le scénario idéal. Ou alors, on négocie directement avec le débiteur, ça nous arrive aussi. Maintenant, on va quand même garder une pression. C'est-à-dire que des fois, on nous fait miroiter, oui, on est d'accord sur un protocole, on a rédigé le protocole, mais ça ne signe pas. Bon, nous, on va se dire, bon, il n'y a pas le choix, il faut pouvoir maintenir une pression. On assigne, parce que délai de prescription, parfois, pour suspendre un délai de prescription, on est obligé d'assigner pour pouvoir maîtriser et sauvegarder la créance en fait, de notre client. Donc, c'est hyper important dans ces dossiers-là. Et en fait, donc on va maintenir la pression. Donc, on sait qu'il va y avoir des audiences de mise en état. Donc, on sait qu'on a du temps. Et très souvent, pendant ce temps-là, ce laps de temps, on trouve des accords avec les confrères. En parallèle, en fait, on avance en parallèle et on peut faire homologuer le protocole par le juge en fait qu'on a souscrit en cours de procédure. En cours de procédure, à une mise en état, on va lui dire finalement on a un protocole, on voudrait homologuer. Exactement. Et alors là, tout le monde est content parce que ça fait un dossier en moins sur les rôles du tribunal. Et nous, on est content. Voilà, c'est ça. Donc non, donc en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, on peut transiger dans toutes les parties, et même en exécution, ça nous arrive via notre réseau d'huissiers de justice où on arrive encore à transiger, même ou mettre en place des échéanciers sur exécution. Donc. Oui, ça c'est un autre débat encore. On avait eu un épisode avec une de nos partenaires communes, Maître Lisa Lallemand, qui est commissaire de justice, qui nous avait bien expliqué que l'exécution, c'est encore une autre partie, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une décision de justice, on est content, on a gagné. Est-ce que pour autant, on va réussir à l'exécuter? Et d'ailleurs, c'est un des points à prendre en compte avant même d'engager une procédure, c'est est-ce que la boîte en face ou le débiteur en face est solvable? Parce que si c'est avoir une décision pour l'encadrer dans son salon, oui, voilà. On est content. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut aussi avoir sensibiliser les clients là-dessus. Des certitudes, un minimum quand même de certitude sur le fait qu'il y a de la solvabilité. Et même s'il y a de la solvabilité, ça ne va pas forcément être évident. Mais c'est là où on essaie de voir si le débiteur a été touché par la mise en demeure, s'il y a eu réaction, si des notes crédit safe. Voilà. On peut avoir les encours aussi, savoir s'il est en procédure judiciaire sur d'autres sociétés, s'il y a des recours URSSAF. Tout ça, c'est des faisceaux d'indices qui nous permettent de dire... Et nous, c'est notre devoir aussi. On n'est pas là pour vendre une procédure On est là pour satisfaire le client, pour qu'il puisse recouvrer Mais ça donne aussi des informations sur le type de procédure à suivre. Est-ce qu'on va faire une procédure sur laquelle il y a un degré d'urgence? Est-ce qu'on va se rapprocher? Il y a plein d'autres procédures dont on n'a pas parlé, notamment de saisie conservatoire, des choses comme ça, sur lesquelles on peut aller taper plus fort, plus vite, et ensuite engager une procédure. Donc ça, c'est d'autres... on fera un épisode là-dessus, parce que ces procédures sont hyper intéressantes. Est-ce que ça marche, de ton expérience, de faire des procédures? Tu vois, est-ce que ça suscite des paiements? Est-ce que ça fait réagir les parties en face? Parce que moi, je vois souvent, même quand tu regardes un peu sur les réseaux, le nombre de personnes, moi, ça me fait bondir à chaque fois, mais qui disent, mais ça sert à rien, on laisse tomber, de toute façon, une procédure, ça servira à rien, ça fait juste dépenser de l'argent, perdre du temps et ça sert à rien. Est-ce que ça marche? Ça marche. Alors après, attention, parce que nous, notre but, c'est d'obtenir un titre exécutoire. Et après, on ne lit pas dans le mar de café, malheureusement. Donc c'est vrai que des fois, il y a échec en exécution. Mais il faut savoir qu'un titre exécutoire, c'est valable 10 ans. Donc en fait, il faut être patient sur l'exécution en tout cas, mais aujourd'hui, nous, vraiment ce qu'on vend en cabinet, vraiment l'expertise de qualification en amont, c'est de dire, OK, on y croit, on va plaider votre dossier et on a 98% de recouvrement. Donc, il y a l'aléa judiciaire qui est à peu près à 2% au sein du cabinet, mais en tout cas, les titres exécutoires, on les a. Donc, c'est déjà la première étape. Alors, 98%, de décision favorable. De décision favorable. Pas dit de recouvrement. C'est pas de recouvrement, c'est pas d'encaissement. Non, pas d'encaissement. Oui, tout à fait. On voudrait pas aller raconter n'importe quoi, s'il vous plaît, quand on tombe dessus, ils ont 98% de taux d'encaissement. Tu as tout à fait raison. Du coup. Non, 98% de décision favorable suite voilà. En fait, avoir une décision favorable, il faut quand même être bon parce que il faut savoir bien défendre le dossier, faire les procédures à bon escient, tout le monde ne le fait pas. Et puis qualifier si oui ou non le dossier est solide avec les arguments juridiques. Après, effectivement, le recouvrement, c'est autre
d'autres choses, mais déjà, est-ce que tu as une idée, peut-être comme ça, je t'avais pas posé la question en préparant l'épisode, donc je te prends un peu Au dépourvu. comme ça au dépourvu, mais est-ce que tu aurais une idée d'une proportion de dossiers qui, quand tu commences à engager une procédure, se solde par une transaction où du coup on obtient un paiement, même transactionnel, sur le nombre de procédures tu vois engagées? C'est difficile à dire parce qu'on a des clients à volumétrie qui, de toute façon, doivent justifier la passation des fois de dossiers en procédure judiciaire. Et c'est là où, malheureusement, l'exécution, aujourd'hui, le cabinet a été monté en 2023. Tu t'imagines bien que toutes les procédures qu'on a lancées ne sont pas terminées. Finies, ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr, c'est quasiment, allez, 95% du temps où il y a un confrère qui est constitué, on transige. Et donc ça, c'est super important. Ah ouais, c'est énorme quand même. C'est énorme. À partir du moment où il y a un confrère qui se constitue, attention, parce qu'il y a quand même beaucoup, quand c'est des sociétés débitrices qui sont pas très grosses, il y a beaucoup de gens qui se représentent pas. Donc là, on a des titres exécutoires qui sont favorables. Oui, mais alors c'est pas forcément celle où on obtient où on arrive à exécuter derrière. Détrompe-toi, parce qu'on exécute, mais on exécute. Alors, on a des saisies attributions qui sont fructueuses parfois, une fois, deux fois, trois fois. Non, mais c'est vrai, t'as raison. On saisit un véhicule. Là, on a saisi un véhicule, c'était un primeur. Ah bah non, mais finalement, tiens, je peux payer. Bah oui. C'est sûr que c'est la plus camionnette pour aller. Donc du coup, on a une réaction, alors que sur le papier, avant toute procédure judiciaire, on n'avait pas cette proposition-là. Non, mais c'est vrai ce que tu dis en plus, parce qu'en fait, il y a des gens, les attitudes sont quand même vraiment particulières. Il y a des personnes qui se présentent pas parce que juste de toute façon, ils n'ont pas les moyens, ils défendront jamais, ils ont tellement pas les moyens que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Et il y en a d'autres qui, en fait, ils savent qu'ils sont foutus, que de toute façon, ils vont pas aller se défendre parce que de toute façon, ils vont perdre. Et qu'en fait, ils temporisent et ils savent qu'à un moment ou un autre, il y aura une saisie sur les comptes. Et nous, on a même eu, quand j'étais huissier, et même maintenant encore en pilotant l'exécution sur des dossiers, il y a des débiteurs, on saisit les comptes, on les a jamais au téléphone. Bien sûr. Ils rappellent jamais, c'est soldé, on les a jamais. Mais pour le coup, il y a aussi beaucoup de débiteurs qui réagissent et qui mettent en place des échéanciers de paiement chez les huissiers. Après, 300 €. Et moi, je dis à mes clients, mais acceptez. Vaut mieux faire un échéancier de 300 € tous les mois plutôt qu'une saisie à attribution qui va être infructueuse. Oui, c'est clair. C'est ça, après, en fait. C'est toujours pareil, il faut doser. Il faut doser. Des justifications. Voilà, ça dépend le montant de la créance aussi. C'est ça. On va pas avoir forcément le temps de détailler derrière la partie qui était plus réservée pour Amandine. Ça aurait été bien qu'elle vienne, mais si tu peux nous en expliquer juste deux mots, tu vois, sur cette autre partie complémentaire finalement au contentieux commercial qui va être le volet social. Parce qu'en fait, dans une entreprise, à partir du moment où on va avoir des impayés comme on l'a vu là, avec des fois des délais, des tensions de trésorerie, des fois ça va venir impacter finalement la santé financière de l'entreprise. Ça va venir impacter aussi le dirigeant qui va être peut-être hyper en stress et potentiellement pas très bon manager entre guillemets sur ses équipes parce qu'en fait juste il a une pression aussi qu'il leur refait subir et tout le monde sent un peu cette pression-là. Comment ça sécurise ça et est-ce que ça vous pouvez aussi intervenir là-dessus vous au niveau du cabinet? En termes de social. Ouais, plutôt sur le côté effectivement social. Là pour le coup c'est plus mon associé du coup qui gère ce pôle-là. Mais c'est vrai qu'on accompagne donc les entreprises qu'on a souvent sur la dimension en premier des impayés ou pas, où justement on a la dimension sociale en premier et ensuite on est amené à gérer leur impayé. Là, j'ai un dossier en tête où en fait, les chefs d'entreprise procrastinent le fait qu'il faut des process internes bien établis, qu'il faut que ce soit juridiquement calé, etc. Donc, il a licencié une personne parce que impayé. Donc, impayé égale difficulté de trésorerie, difficulté de trésorerie égale difficulté de payer les salaires, obligé de se séparer d'une partie de son staff. Bon, il a été autodidacte dans son licenciement, donc il n'a pas respecté certaines. Ça a été contesté. On a réussi, vraiment, on s'est bataillé à l'amiable pour transiger. Donc on n'est même pas allé au prud'homme, on a transigé avant prud'homme. Donc c'était assez complexe, assez costaud. On a eu une très très belle décision pour notre client, mais qui aujourd'hui est au bord de la faillite. Parce qu'au final, c'est un engrenage. Il a dû, en fait, c'est un cercle vicieux. Il n'a pas blindé ses contrats, ses CGV, etc. Il a de l'impayé, il a dû licencier. Il licencie pas bien parce qu'il n'est pas accompagné. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment le cercle vicieux. Il n'est pas accompagné parce qu'il est dans une situation déjà financière délicate, que du coup, il n'a pas les moyens d'aller se payer les conseils d'un avocat. Et donc, du coup, c'est quand il est vraiment dans le dur et au bord du litige que du coup, il n'a pas de recul, il agit en urgence et du coup, on voit ça partout. On voit ça partout. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on accompagne en croissance parce que voilà, le but de gérer aussi, de rédiger des statuts, des contrats, etc.
quand c'est des sociétés en expansion, ça veut dire recrutement, rédiger des contrats de travail. La vie d'un salarié, c'est différent. En plus, le droit social, c'est un droit qui évolue très vite. C'est très factuel. Malheureusement, on accompagne aussi ces clients-là quand c'est des périodes un peu plus difficiles qu'on connaît avec la conjoncture actuelle. Et quand il faut se séparer aussi de salariés, avoir les bons tips, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, quelles sont les sanctions disciplinaires qu'on peut établir, est-ce que ça justifie une faute grave ou pas. Enfin, voilà, il y a tout ce devoir de conseil qui, oui, c'est un coût de conseil, mais en fait, ça coûtera toujours moins cher qu'une procédure au final. C'est clair, clairement. Qu'est-ce que tu pourrais, pour conclure, conseiller trois conseils pour éviter les impayés, éviter en tout cas de partir dans des procédures, on l'a vu, la pire, entre guillemets, ça sera celle au fond, avec un avocat en face qui conteste, avec énormément d'argumentation, etc. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux chefs d'entreprise qui nous écoutent pour éviter d'arriver dans ces situations-là, donc de sécuriser leurs risques du coup? Première chose, donc document contractuel, conditions générales de vente, super important, avec clause attributive de juridiction, qui dissuade du coup un débiteur de devoir se représenter à l'autre bout de la France et de devoir forcément passer par un confrère. Et donc des frais judiciaires. Deuxième chose, ce serait de confier en fait le recouvrement à une société qui est spécialisée en ça, pour ne pas avoir justement une interférence entre le commercial ou pas. Ou des fois on n'a pas le staff en interne, on n'a pas le temps, on néglige, sauf qu'en fait c'est le nerf de la guerre. Et troisième chose, c'est de ne pas avoir peur de solliciter, de faire appel à un avocat et de faire tout ce qui est procédure judiciaire. Parce que oui, un avocat, ça a un coût. Nous, c'est comme ça qu'on est rémunéré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va demander des indemnités qui vont venir compenser les frais judiciaires en cas de jugement favorable qui sera rendu, en tout cas de décision favorable. Et on marche par système de forfait en termes d'honoraires. Donc ça veut dire que, en fonction du montant de la créance, du type de juridiction et du type de dossier, sera capable de faire du sur-mesure. Combien ça va coûter, quoi? Bon, ça dépend du prix de la créance. Non, mais c'est clair, un forfait, de toute façon, c'est hyper important. Sinon, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, tu ne sais pas combien de temps ça va te coûter, alors que tu as déjà un impayé. Pour moi, c'est... Voilà, c'est ça. Au moins, on sait où on va. On n'est pas à l'heure. Nous, on ne fonctionne pas à l'heure parce qu'on trouve ça trop anxiogène pour le chef d'entreprise qui, à chaque fois qu'il décroche son téléphone, se dit le compteur, ça va me coûter combien? Non, là, vous savez, il y a ça qui est inclus jusqu'à l'obtention de la décision de justice. Après, si on suit l'exécution, c'est autre chose, mais voilà, vous savez où vous allez et surtout, voilà, on essaie de désacraliser l'inaccessibilité des avocats. Nous, on veut vraiment être au cœur en fait du développement commercial et enfin de l'entreprise en général sous toute cette facette, d'être un partenaire et voilà, d'être main dans la main avec nos clients. Complètement aligné, en phase avec tout ce que tu dis. Je rajouterais quand même quelques petits tips en plus. Donc, bien évidemment, les conditions, tu en as parlé. Je rajouterais des process qui soient fiables sur... parce qu'une fois qu'on a des conditions générales de vente, on est content. Mais si on ne les applique pas, qu'on ne les suit pas, ça ne sert à rien. Donc, c'est ça. Non, mais je le dis parce que je l'ai déjà vu aussi, tu vois, elles sont trop belles, trop bien faites. Et en fait, du coup, elles ne servent à rien, quoi. Ou pas transmises, ou avec des clauses qui prévoient des suspensions de prestations, des résiliations de contrats, mais qui ne sont jamais appliquées. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, il faut les appliquer. Donc, des contrats CGV, des process cohérents et en adéquation avec ces CGV. Et surtout, ne pas perdre de temps. Ne pas perdre de temps et écouter les signaux qui font penser que là, attention, ça risque de mal se passer, et d'être à l'écoute de ça, de se raccrocher à ces process, de se raccrocher à ces contrats et de surtout ne pas penser que ça va s'arranger quand on nous dit de ne pas nous inquiéter. Inquiétez-vous. Et on va conclure là-dessus. Voilà. Inquiétez-vous. Alors bon, c'est pas super comme conclusion, mais non, mais c'est vrai parce que les conséquences sont quand même graves derrière et il faut absolument pas perdre de temps. Aucune raison de perdre de temps. Il faut une progressivité dans la relance de façon à préserver les relations commerciales, mais il faut aussi de l'empathie, certes, de la confiance, certes, mais il faut aussi de la fermeté, du respect, du rappel des responsabilités. Et à un moment, il faut agir, ne serait-ce que pour, comme tu disais avec l'exemple d'un de tes clients, c'est aussi son image de marque. Exactement. Et c'est aussi le respect que le dirigeant s'accorde à lui-même et à ses équipes de se faire payer pour le travail qui a été fait. Moi, je trouve que ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, sécuriser la chaîne et après, ne pas avoir peur d'aller plus loin pour respecter son propre travail, se respecter soi-même. Merci en tout cas, Mathilde, vraiment ravie de t'avoir accueillie. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être sur LinkedIn Oui, sur LinkedIn, on a un site internet, AMB Avocat à Paris. Avocat à Paris. Oui. Super. Bah, écoute, merci. On ne va pas faire outre publicité parce qu'on est sur des professions aussi réglementées. L'idée n'est pas de vous vanter outre mesure. C'était vraiment d'avoir
ton approche. On a bien compris le côté pragmatique, hyper important en affaires pour défendre des clients, des entreprises sur leurs problématiques. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. On a eu franchement un cours de droit. J'espère que j'ai en bonne et vulgarisé due au forme, maximum. franchement, bien plus intéressant et passionnant que ce qu'on a pu avoir en fac. C'est vrai. Mais c'était super, merci. J'espère que ça aura apporté des informations pratiques, concrètes aux dirigeants qui nous écoutent et qui n'auront peut-être plus peur pour ceux qui hésitaient de prendre leur téléphone et d'appeler un avocat, parce que oui, faites-le, ou d'appeler une société de Oui. recouvrement. Enfin, ne restez pas avec un impayé là à pas savoir quoi en faire. Que ce soit un petit impayé de 500 €, un gros impayé de 50 000 ou quoi. Agissez, prenez Oui, conseil. il n'y a pas de petit dossier. Un conseil, ça coûte rien en plus de savoir quoi faire. Et après, vous verrez, vous arbitrez. Et de toute façon, un avocat vous enverra pas faire une procédure si c'est sûr que ça va être perdu, quoi. Oui, parce que c'est comme nous qui allons plaider le dossier. Donc, il faut quand même qu'on y croit un c'est minimum. ça. Enfin, je veux dire, Et puis, c'est quand même voilà. l'image de marque aussi de Complètement. notre Et puis les cabinet. sociétés de recouvrement sur des petits montants, souvent ils sont au succès, pas d'encaissement, pas de frais. Oui. Donc du coup, ça peut totalement fonctionner. C'est le cas de la nôtre. Moi, pour le coup, j'ai le droit de faire de la pub tant que j'en fais. On est au succès, pas d'encaissement, pas de frais. Donc évidemment, il n'y a aucune raison de se priver de tenter quelque chose en recouvrement en bout de chaîne. Au pire, ça marche pas. Au pire, ça n'a rien coûté. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver parce qu'on n'est pas à l'abri que ça marche. Et en recouvrement, on ne sait jamais. Oui. Franchement, des fois, des clients m'appellent, à votre avis, ça va marcher? J'en sais rien. Je vous dis En tout ça cas, plus on attend, moins il y a de chance. Ouais, plus on attend, c'est moins il y a sûr. de chance, ça c'est sûr et certain. Oui. Et puis, je vous rappelle dans 2-3 semaines, quand j'aurai eu le gars au téléphone en face, de savoir un peu qui on a affaire. Ouais. On va conclure là-dessus. Oui. Merci encore. Merci à toi pour ton invitation. Le podcast est accessible du coup sur la chaîne YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute. On vous demande de liker si l'épisode vous a plu, de nous faire vos retours effectivement aussi pour qu'on puisse s'améliorer, vous donner de plus en plus de tips actionnables, éveiller toujours vos consciences sur ce risque d'impayé, le risque client, et vous permettre d'avoir les bonnes pratiques dans votre quotidien pour éviter de vous retrouver dans des situations délicates. Et vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn où je partage également le podcast. À très bientôt.